Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, Moël Bénin invite à la culture de la paix. Les responsables de ce parti donnent la lettre suite aux propos qui menacent la cohésion sociale en cette période électorale. Vous entendrez Jacques Ayadi. Gestion des ressources minérales dans les collines. Les acteurs impliqués face aux nouvelles décisions gouvernementales s'imprègnent de cette décision. C'est à suivre. Alerte de détresse pour la reconnaissance d'un individu. C'est une femme sans abri qui séjourne depuis quelque temps dans une église catholique à Abomey. Elle ignore ses origines, vous la verrez. Bienvenue si vous nous rejoignez. La Cour constitutionnelle a rendu publique la liste définitive des duos de candidats retenus pour la présidentielle. Donc un acte décisif qui marque également un tournant majeur dans le processus électoral. Lénaïka Gbazaou nous en dit plus. Regardez. Sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les duos de candidats dont les noms suivent dans l'ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Duo 1, Alassane Soumanou, candidat à la présidence de la République. Paul Humpé, candidat à la vice-présidence de la République. Duo 2, Patrice Athanas Guillaume Talon, candidat à la présidence de la République. Mariam Chabi Talata, candidate à la vice-présidence de la République. Duo 3, Corentin Agbelessessi Kokwe, candidat à la présidence de la République. Irénée Josias Agossa, candidat à la vice-présidence de la République. Ainsi en a décidé la haute juridiction. Plus de doute donc sur les 3 duos de candidats provisoirement retenus par la Commission électorale nationale autonome pour le compte de la présidentielle prochaine. Après l'étape cruciale de la visite médicale, l'examen des contestations de la liste provisoire par certains candidats et l'épuisement du contentieux, la Cour constitutionnelle a décidé que les 3 duos remplissent les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral pour être candidats aux fonctions de président de la République et vice-président de la République. Il en résulte donc que leurs candidatures sont recevables. Le calendrier électoral va ainsi suivre son cours normal et les citoyens béninois vont pouvoir se rendre aux urnes dans l'allégresse le 11 avril prochain pour célébrer cette grande fête de la démocratie. Et on passe à présent à cette conférence de presse du parti. Du président du parti Moël Bénin, Jacques Ayadi, a réagi par rapport aux propos qui pourraient porter atteinte à la paix en cette période électorale. Il invite par ailleurs à des comportements de paix. Osias Sonovo et Simon Villon pour le reportage. Moël Bénin invite les autorités nationales compétentes. D'un ton grave, ce haut responsable de Moël Bénin sonne la charge contre un acte tenu pour chrysogène. Un courrier adressé à l'armée béninoise pour lui prescrire une posture tout sauf admissible aux yeux du parti. Le cas le plus récent et qui interpelle tous les Béninois épris de paix et de justice est celui d'une correspondance adressée à la hiérarchie militaire par un groupe se réclamant de l'opposition politique. L'auteur de la lettre invite à la stupéfaction générale le haut commandement militaire à coopérer à une remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. Il y a de cela quelques jours, un ancien chef d'État
actuellement président d'honneur d'un parti et réputé pour son activisme politique, indiquait insidieusement la voie de la sédition aux forces armées béninoises sous de fallacieux prétextes. Il apparaît ainsi clairement que certains de nos compatriotes ont opté d'emprunter des raccourcis d'accès au pouvoir en misant sur un coup de force. S'appuyant sur des principes constitutionnels d'alternance au pouvoir, les leaders de Moël Bénin dénoncent les inclinations à la violence comme recours politique. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin condamne avec fermeté ces vils agissements et initiatives tendant à mettre à mal le bon fonctionnement des institutions de notre pays. Contre des incitations partisanes pressenties comme porteuses de chaos collectif, les responsables de Moël Bénin exhortent au civisme républicain. Ces agissements que nous avons là depuis quelques jours et qui font appel à l'insurrection, ce sont des comportements pour déchirer le drapeau national. Moël Bénin se battra de toutes ses forces par les voies républicaines pour faire échec à ces personnes-là. Qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est la République. Et nous devons tout faire pour que la République soit. Moël Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Cette sortie médiatique de Moël Bénin est voulue comme préventive à une implosion du pays. Autre actualité dans ce 13h, comptons sur nos propres forces, produisons ce que nous mangeons. L'Union économique et monétaire ouest-africaine se bat pour la sécurité alimentaire de ses États membres. À ce titre, elle a financé plusieurs projets pour accroître la productivité. Une mission conjointe de l'UEMOA et du ministère de l'Agriculture était sur place pour constater l'impact de cette action sur les populations. Herman Amiga. Dans les travées sinueuses de la Sota au petit matin, des pas cadencés, pressés de rejoindre le champ. À la tête de ce groupe, Aoudou. Il est le président de la fêtière des coopératives de la Sota. Nous sommes en plein contre-saison. Il n'y avait rien ici. Mais aujourd'hui, on veut commencer la production. Pour commencer, il faut qu'on fasse la pépinière d'abord. De la culture de contre-saison, Aoudou et ses collaborateurs s'y mettent désormais à fond grâce à la disponibilité de l'eau pour irriguer les cultures. La rivière Sota dessert tout ce périmètre grâce à des travaux de canalisation. Et si le laboureur et ses copains s'épanouissent à Malanville, c'est l'œuvre de l'UEMOA qui entend contribuer à la sécurité alimentaire de ses États membres. Ce projet a été initié par l'UEMOA. Son coût total est de 3 781 millions environ. Pour Sota, les travaux sont entièrement terminés et les périmètres ont été déjà mis en exploitation. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la culture de contre-saison a vraiment pris et on n'est pas surpris de voir en pleine saison sèche, mois de décembre, janvier, février, qu'il y a encore de la verdure sur certains endroits. Vous verrez certainement des plants de maïs, vous verrez de l'oignon, de la tomate avec de la verdure. Et ça, c'est grâce à la maîtrise totale de l'eau qui permet de faire des cultures de contre-saison. Après quelques mois d'exploitation de ce périmètre risicole aménagé, Aoudou jouit pleinement des potentialités qu'offre le site. À la clé, un accroissement de sa production. Avant, notre rendement est très faible parce qu'on ne dépasse pas 3 tonnes à l'hectare. Et avec l'aménagement aujourd'hui, le rendement est très élevé, on va jusqu'à 5 tonnes 50. Et avec les formations, d'ici 2022, nous souhaiterons que ça soit au moins 8 tonnes à l'hectare. Mais ils ne sont pas les seuls à en bénéficier. Le projet s'étend sur 1000 hectares, disséminés dans plusieurs localités du Bénin. Nous sommes ici à Kaswala, dans la commune de Tchaoro. Depuis l'année 1993, déjà, nous sommes en train de faire un champ du riz sur ce bas-fond à côté ici.
Donc après, en 2018, nous voyons que quand le bas-fond a été aménagé, les riz que nous avions à SCB, vraiment, on a vu une grande différence par rapport à ce qu'on faisait. Néanmoins, les agriculteurs font face à la transhumance, une plainte récurrente qui trouve ici des astuces pour y faire face. Il faut planter du piment tout autour du champ, sur 10 mètres. Récoltez votre piment. Quand c'est sec, laissez le reste. Si le bœuf vient, il met la bouche, il est parti. Tout comme à Malanville, le même dispositif est installé pour tirer cette fois-ci l'eau du fleuve Okpara. Plusieurs bouches hydrantes déployées sur le site. À la rencontre des agriculteurs, le premier fermier se montre encore plus exigeant. Je fais au moins piment, salade, concombre, betterave, chou. Ici, gombo. Parce que si vous faites ça en ce moment-là, ça va coûter très très cher. Il n'a pas encore la pluie, personne n'a le gombo frais. Il faut faire vite. Une course contre la montre pour activer et récolter un maximum de cultures sur les sites mis en exploitation, parmi lesquels on retrouve aussi ceux de Glazoué, Zanyanando et Kové. Une certitude, le coup de pouce de l'UEMOA est bien perçu des populations, désormais prêtes pour le combat contre l'insécurité alimentaire. C'est une joie pour nous parce qu'on avait des difficultés pour produire des riz. Et comme l'aménagement est venu, on voit que ça va donner un autre rendement. Nous allons continuer à jouer entièrement notre partition et en ce qui concerne la sensibilisation et notre part dans l'accompagnement des paysans. Désormais, la population, une bonne partie de la population sera occupée et donc la pauvreté sera boutée dehors. Le bailleur lui-même a vu et touché du doigt la réalité. Le projet d'aménagement de périmètre à des fins agro-silvopastorales et halieutiques au Bénin semble être sur les bons rails. Notre rôle était de visiter ces différents chantiers, de rendre compte à notre hiérarchie, à l'autorité. Donc nous pouvons raisonnablement proposer qu'au mois de mars, que les réceptions soient faites là où ce n'est pas encore fait et que la rétrocession aux autorités nationales se fasse pour l'ensemble des sites. Une dernière équation à résoudre, l'exploitation des sites jusque dans leur moindre mètre carré. Du labour à temps et à contre-temps, le ministre de l'Agriculture a déjà pris les devants. Nous avons un programme fait sur PIP qui s'occupe de la valorisation des périmètres aménagés où nous avons placé carrément un PC ici pour recenser au jour le jour les préoccupations qui devaient compromettre le développement harmonieux de ces périmètres. Voilà pour nous les dispositions que nous avons déjà prises et je pense que le fruit que les paysans tirent de ces périmètres est si expressif que les prendre en charge et les utiliser est devenu un impératif. En marge de cette tournée d'inspection, du matériel a été offert aux coopératives de Kové pour accroître leur production. À l'heure actuelle, Aoudou et sa bande continuent de tripoter la terre. Des sacs d'oignons quittent chaque jour la Sota pour investir le marché. À Kaswala, Glazoué, Zanyanando et Kové, le maïs continue de germer, le riz aussi, emballé et empaqueté, prêt à atterrir dans une rizerie pour être étuvé. Voyons cette actualité. Les ministres de la décentralisation et des mines étaient face aux exploitants des carrières, des ressources minérales du département des collines. Les échanges ont notamment porté sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour réglementer le secteur. C'était ce jeudi à Dassa. Plus de détails avec Théodore Gandjeko et Docas Tito. Dans ces conditions, il est inacceptable qu'on accepte qu'il y ait des déperditions de ressources. L'exploitation des carrières, des ressources minérales dans le département des collines se fait de façon anarchique et sans aucune norme sécuritaire et environnementale en la matière. Pour le numéro 1 en charge des mines au Bénin, des mesures s'imposent pour réglementer le secteur. D'abord, la fermeture de toutes les carrières artisanales sur toute l'étendue du territoire national qui n'ont pas été autorisées. Même celles qui ont été autorisées, qui ne sont pas exploitées dans les normes, ont été fermées.
donc l'administration minière, les préfets, mais aussi vous les maires, vous avez tous ensemble donc contribué à la mise en œuvre de cette première mesure, qui est la fermeture de toutes les carrières. La deuxième mesure, c'est l'implication des maires et des élus locaux dans la lutte contre l'ouverture des carrières illégales. Donc, pour que la lutte puisse réellement réussir, il faut que les maires, les élus locaux, pas seulement les maires, jusqu'aux élus locaux, les chefs de quartier, les chefs de village, puissent être impliqués désormais dans le suivi et les dénonciations par rapport à l'ouverture et l'exploitation des carrières illégales sur les territoires de compétence. Le granit et le sable sont des ressources habituellement exploitées de manière artisanale. Il serait donc judicieux pour les exploitants d'obtenir l'autorisation légale des autorités compétentes. Ces ressources minérales sont des ressources naturelles, c'est des dons de la nature. Elles devraient profiter à la communauté, aux populations. Mais malheureusement, elles ne profitent qu'à quelques individus, à quelques dirigeants, à quelques élus locaux et à quelques entreprises qui ne sont toujours même pas des entreprises nationales. Et ça, c'est inacceptable quand on sait que aujourd'hui, dans les communes, les besoins sont immenses. J'ai demandé à tous les maires du département des Collines de veiller à la suspension pour l'instant de la délivrance des certificats d'occupation du site dans le cadre de l'artisanat minier. Toutes ces actions sont menées, Monsieur le ministre, dans le but de faire comprendre à nos responsables communaux l'importance du respect de la procédure d'ouverture des carrières et autres ressources minières pour la protection de notre environnement, d'une part, et d'autre part, pour la contribution significative au renforcement des ressources propres de nos communes. Une meilleure gestion et exploitation des ressources minérales dans les 6 communes du département des Collines favorisera un essor économique des mairies. Réglementer le secteur s'avère donc indispensable. Voyons à présent ce cri de détresse. La direction départementale des affaires sociales dans le Zour lance un appel de détresse pour la reconnaissance d'une femme sans-abri qui séjourne depuis quelque temps dans une église catholique à Abomey. La concernée ne se rappelle plus de ses origines et toute personne pouvant l'identifier est priée de se rapprocher de la direction pour favoriser sa réinsertion. Regardez. Elle était venue se loger sur la paroisse il y a un bon moment. Le curé a dû informer les forces de l'ordre qui, à leur tour, ont informé le procureur qui a ordonné à ce qu'on l'envoie au centre Saint-Camille. Elle a été envoyée au centre Saint-Camille. Bon, on ne sait pas, on en était là quand elle est revenue. 2 semaines à 3 semaines comme ça après. Donc, nous avons été obligés de contacter le centre social qui est maintenant à pied d'œuvre pour qu'on puisse retrouver ses parents ou la convoyer dans un centre psychiatrique approprié. D'une part, s'il était possible qu'on trouve sa famille, elle puisse être réinsérée, mais si cette démarche de retrouver sa famille s'avérait sans issue, parce que je doute qu'on puisse trouver les siens. Depuis qu'elle est là, personne ne semble la chercher, personne ne semble préoccupé. Même à Ouessé, dont elle nous parle, personne ne semble inquiété d'une certaine absence. Qu'on puisse trouver une issue, quoi. Parce qu'elle est enceinte, elle est déjà à plus de 8 mois. Du jour au lendemain, elle pourrait toujours accoucher. Alors qu'elle puisse quand même être prise en charge. Elle donne son nom, elle dit qu'elle c'est Nyon. Nyon. Et donc, si les parents nous arrivaient à avoir cette information, qu'ils puissent appeler les contacts de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, le 97 31 114 14, ou d'un collègue qui est aussi chargé du dossier, le 97 19 04 95, ou un contact de l'église où elle loge actuellement, le 65 17 10 32. Le 67 64 59 95. Nous souhaitons vivement que la famille puisse être retrouvée vu son état.
Voilà, de nouveaux récipiendaires accèdent à l'Ordre national de mérite du Bénin. C'est à l'occasion d'une cérémonie de distinction honorifique présidée par la grande chancelière Kubrat Hosseini que ces citoyens béninois ont été honorés. Le point avec Robert Copin-Edor et Patrick Imavo. 13 valeureux citoyens béninois font leur entrée dans l'Ordre national du mérite. Enseignants, administrateurs, journalistes, officiers de justice, éducateurs et membres des forces armées béninoises. Ils sont distingués en reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la nation. Heureux récipiendaires, l'Ordre national, dans les différents ordres et grades duquel vous êtes nommés, est la distinction honorifique la plus élevée que le Bénin décerne à ses plus valeureux citoyens. C'est alors pour moi un vrai plaisir de devoir présider la présente cérémonie, malgré tous les aléas qui étaient autour, qui matérialisent votre entrée dans le cercle des citoyens les plus valeureux de notre pays, le Bénin. Émus, ces récipiendaires témoignent leur gratitude au président de la République, grand maître de l'Ordre national. Je voudrais humblement remercier, féliciter le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a accepté ma nomination dans les ordres et qui a autorisé la cérémonie d'aujourd'hui. C'est une distinction très très importante pour moi dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je le souhaite vivement pour tous ceux qui s'échinent à différents niveaux, au niveau de la population, pour faire quoi que ce soit. Eux aussi, ils ont mérité d'être distingués un jour et je les encourage à faire davantage. Ce nouveau statut est un privilège pour ces travailleurs et mérite. Ils entendent continuer d'œuvrer pour le développement du Bénin, chacun dans son secteur d'activité. Un mot de religion à présent. Godjetin dispose désormais d'une nouvelle mosquée. L'inauguration a été faite ce samedi 20 février 2021. Par la même occasion, Adam Traoré Tidjani a été consacré imam. Précieux accueillons-nous. Le ruban est coupé et c'est ce geste qui marque l'ouverture officielle de la mosquée de Godjetin, un lieu de culte destiné à accueillir les fidèles musulmans désireux de prier. Le but de la construction d'une mosquée, c'est que cette mosquée-là soit pratiquée et que la prière soit faite là tout le temps. Voilà une mosquée qui est construite à bon nommé dans un milieu dont on a besoin d'une mosquée. D'une superficie de 120 mètres carrés, cette mosquée comporte 2 douches, un magasin, 2 terrasses et un lieu d'ablution. C'est l'ONG Afides Bénin, Association pour la fraternité et le développement social, qui s'est chargée du financement et de la mise en œuvre de ce projet. Elle invite les fidèles musulmans à en faire bon usage. Vraiment, c'est une joie qui m'anime aujourd'hui, après avoir réalisé cette mosquée au nom de l'ONG Afides Bénin, que dans un quartier où depuis des décennies, la population sont dans le besoin. Et lorsque la demande nous a parvenu au bureau, dans notre siège à Zopa, c'est de là nous avons fait une délégation pour venir constater réellement ce que la population en souffre. Et c'est pour cela que cette mosquée a été réalisée. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour l'inauguration. Notre devoir, c'est de réaliser la mosquée. Mais à leur tour, l'entretien aussi de la mosquée. Ça a été toujours propre, comme chez nous à la maison, entretenir la mosquée. Et étudier à la mosquée, apprendre l'islam aux enfants dans la mosquée. Par la même occasion, Dr Traoré Tidjani a été consacré imam. Il devient ainsi l'imam principal de cette mosquée nouvellement construite. Vous savez, l'homme se trompe. Chaque fois que vous me voyez en erreur, mes oreilles sont toujours ouvertes pour vous écouter et redresser mon chemin vers la voie de Jannat Firdaus. Parce que chaque fois que l'on veut bien faire, on est tenté par Satan. Je suis sûr qu'en m'entourant de vous, Satan ne mourra pas, parce que j'ai les oreilles ouvertes pour écouter vos critiques et les prendre immédiatement en compte. La mosquée de Godjetin est située à Agla et elle accueille les fidèles musulmans tous les jours. On fait à présent le tour de l'actualité dans le monde. Jean-Claude James nous amène au Nigeria, au Niger, en Irak et en Russie. Regardez.
Au Nigeria, 7 personnes ont trouvé la mort dans un crash d'avion militaire ce dimanche. En effet, des hommes armés avaient attaqué dans la nuit du mardi à mercredi ce pensionnat public d'enseignement secondaire de Karaga, tuant un élève et emmenant avec eux 42 personnes, dont 27 élèves, 3 professeurs et 12 membres de famille du personnel, selon les autorités. Une habitante du village de Baza, près du site du crash, a été témoin de l'accident qui fait déjà objet d'une enquête. J'ai vu l'avion avant qu'il ne s'écrase. Je rentrais de l'église et je voulais aller acheter quelque chose. Je suis sortie du bâtiment et j'ai vu l'avion se rapprocher comme s'il voulait atterrir devant le bâtiment. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette façon de piloter? Le pilote avait du mal à contrôler l'avion. Je voyais au loin l'avion qui continuait à descendre jusqu'au moment où je ne l'ai plus vu. Et après ça, j'ai entendu un grand bruit avec du feu et de la fumée. Au Niger, le second tour de la présidentielle a été entaché par les violences djihadistes qui ont fait 7 morts dans le rang des agents électoraux. Ce dimanche, en effet, les Nigériens étaient appelés aux urnes pour départager le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant Mahamadou Issoufou et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président. Mais dans la matinée, 7 membres locaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont été tués dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine qui venait d'être posée dans la région du Tillabéri, à une centaine de kilomètres de Niamey, proche du Mali. Dans un tweet, le président sortant, Mahamadou Issoufou, a déploré ce drame en ces termes. J'ai appris avec regret et tristesse l'attaque terroriste qui a causé la mort de 7 agents de la CENI dans l'exercice de leurs fonctions. En cette circonstance douloureuse, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le pape sera en Irak début mars, un pays où les djihadistes ont voulu effacer toute présence chrétienne avec des églises à terre, des ruelles envahies par des déchets et des stigmates de la guerre. La situation n'émousse pas l'ardeur de l'archevêque Najib Mikael qui multiplie les rencontres dans le cadre des préparatifs car il veut quand même accueillir le pape François dans la joie. Cette tournée est très importante. Cette visite du pape est importante non seulement pour les communautés chrétiennes, mais pour tous les Irakiens. Car, comme nous le savons, l'Irak est la Mésopotamie, c'est la terre des fleuves. Où pourrions-nous célébrer une messe? Nous n'avons aucun lieu de prêt à Mossoul, tout est en ruine. Donc nous allons préparer un endroit spécial, un genre de complexe avec toutes les anciennes églises qui datent du 4e, 5e et 6e siècle. Elles seront déblayées pour qu'ils puissent rencontrer les gens dans ces lieux détruits. Concernant la sécurité et la logistique, ça sera la pagaille, mais ça sera normal. Cependant, le plus important, c'est que la joie entre dans le cœur de tous, car ce n'est pas une simple visite protocolaire, c'est un moment spirituel. Allons en Russie où la campagne de vaccination contre la Covid-19 suit son cours. À Saint-Pétersbourg, ce sont les patients sans abri qui reçoivent leur première dose de vaccin. L'opération se déroule dans une clinique de la place où ces patients attendent patiemment leur tour. Vous savez, s'ils disent que c'est nécessaire, alors c'est nécessaire. En général, je ne vais pas voir des médecins, mais là, il est difficile de discuter avec eux. Nous vivons dans une époque différente. C'est une vie différente maintenant. Vous devez faire quelque chose pour vous protéger d'une éventuelle maladie. Ne vous contentez pas de rester là à attendre en ayant peur de tomber malade. Mais allez-y, calmement. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être
la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.